Je vais prendre un petit peu de temps pour démarrer et camper un petit peu le décor parce que je vais commencer par d'abord me présenter puisque je ne suis pas journaliste. Je m'appelle donc Maude Raffray et je suis activatrice d'égalité femmes-hommes. C'est le métier que je fais depuis maintenant à peu près 4 ans et j'exerce à 90% du temps à peu près dans le secteur culturel. Je vais vous parler un peu de ce métier parce que je pense que c'est pas tout à fait neutre aussi dans ma présence aujourd'hui. Pourquoi déjà moi j'ai choisi activatrice, parce que je pense que la plupart des gens se disent mais c'est quoi ce métier. Je voulais mettre en priorité l'énergie, la dynamique, la question de la mise en mouvement plutôt que de décrire une série de compétences. Après coup, je peux dire aussi que ça marche assez bien pour susciter la curiosité, puisqu'en général, quand je dis ce que je fais, on me demande en quoi ça consiste. Donc, d'un point de vue marketing, ce n'était pas si idiot finalement. Et puis, la deuxième partie du mot, c'est l'égalité femmes-hommes. Ça, pour moi, c'est la direction, c'est le cap. Je dirais même aujourd'hui plutôt l'égalité des genres. Mais l'égalité femmes-hommes, ça reste une expression plus répandue, mieux comprise, voire mieux acceptée, en particulier parmi celles et ceux qui n'en sont ni des professionnels, ni des militants ou militantes, les deux n'étant pas, de mon point de vue, incompatibles au passage. Donc, dans activatrice d'égalité femmes-hommes, il y a 2 termes qui sont soigneusement choisis et qui parlent de chemin au pluriel d'émancipation. Du mien et de tous ceux qu'on peut inventer et tracer ensemble. Alors concrètement, je fais quoi pour activer l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture ? Bien, principalement, je conçois, je programme et ou j'anime des événements dédiés à ce sujet, d'où ma présence aujourd'hui. J'accompagne aussi des structures culturelles à différents stades, parfois pour initier une démarche égalité, mais aussi pour concevoir et mettre en œuvre les projets concrets qui ont été prévus et inscrits dans leur plan d'action, ou encore pour former et sensibiliser les équipes, leurs partenaires parfois, et aussi leur public. Je travaille en profession indépendante et dans tous les secteurs artistiques et culturels, mais il se trouve que mon activité s'est récemment beaucoup développée dans la filière musicale. Il y a sans doute des raisons à ça, mais ce n'est pas l'objet de notre discussion du jour. Donc, quand Nathalie Negro, que je ne connaissais pas, la directrice artistique de Piano & Co, m'a contactée pour me proposer l'animation de ces 2 rencontres aujourd'hui, j'ai été tout de suite enthousiasmée. D'abord, ça ne doit pas être une surprise pour ceux qui la connaissent, il faut bien le dire, c'est impossible de résister à son énergie communicative. Ensuite, parce que je ne connais pas du tout Marseille, et cette ville a quelque chose d'assez fascinant pour moi qui ai grandi en Bretagne et ai adopté Nantes depuis près de 20 ans maintenant. Je précise que je suis venue en train, parce que je surveille aussi mon bilan carbone. Enthousiasmée par le lancement aussi de ce musical Bounce Back, audacieux projet européen porté par Nathalie et toute son équipe, et qui met au cœur l'enjeu de l'invisibilité des compositrices. Enthousiasmée enfin par les panels d'invités que Nathalie a constitués pour les 2 tables rondes d'aujourd'hui et qui m'offrent des perspectives réjouissantes de rencontres, de fils à tirer et de grains à moudre. Il est donc temps de vous les présenter, ces invités de cette première table ronde consacrée aux acteurs et actrices de l'enseignement artistique. Je vais commencer par celle qui est absente physiquement, Martha Gilly. D'ailleurs, on dit Gilly ou Gilly ? Gilly ? Gilly, directrice de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, qui est avec nous en visio, car elle est positive au Covid. C'est pas très original, hein. Merci Martha d'avoir cédé à nos insistances croisées pour maintenir votre participation cet après-midi. À côté d'elle, Raphaël Gouin, coordinateur, ou de son écran en tous les cas, coordinateur des études de l'École nationale de danse de Marseille. Bonjour. À côté encore, François Vigneron, directeur du CFMI d'Aix-Marseille. Alors pour les novices, le CFMI, c'est le Centre de formation des musiciens et musiciennes intervenants et intervenantes. Ensuite, à mes côtés, Inger Linder-Gaillard, directrice de l'École des Beaux-Arts de Marseille. Et enfin, en face de moi, Reine Pratt, ancienne inspectrice générale au ministère de la Culture, autrice des 2 rapports fondateurs sur les inégalités femmes-hommes dans les arts et la culture en 2006 et 2009. Et plus récemment, en 2021, autrice, cette fois totalement libre et indépendante, de l'essai « Exploser le plafond », précis de féminisme à l'usage du monde de la culture, qui a été publié dans la bien nommée collection « Les Incisives » aux éditions Rue de l'Échiquier.
C'est un honneur et un plaisir non dissimulé de vous retrouver cet après-midi dans ce rôle de grand témoin sur chacune des tables rondes. Donc, ne soyez pas étonnés ou un peu fâchés, ceux et celles qui nous regardent, qui sont ici, que Rennes ne participe pas aux échanges de la première heure. C'est prévu, c'est normal. Je la réserve pour la fin. Alors, pour poser le contexte de nos échanges, j'ai choisi aussi quelques chiffres issus du dernier rapport de l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes du ministère de la Culture et de la Communication, publié en mars 2022. Donc cet observatoire publie un rapport tous les ans depuis à peu près 10 ans maintenant, un peu moins, et qui fait le recueil d'un certain nombre de statistiques qui remontent de diverses organisations publiques ou soutenues par les institutions publiques. Et je me suis un peu concentrée sur les secteurs que vous représentez, les arts visuels, la danse et la musique. Il y a énormément d'informations dans ces rapports. J'ai essayé d'en tirer quelques chiffres qui pourraient vous aider à contextualiser les échanges qui vont suivre. D'abord, je ferai un premier pavé d'informations qui concerne l'emploi. Aujourd'hui, les femmes représentent 45% des actifs et des actives qui occupent une profession culturelle. On a gagné 6 points en 28 ans, à peu près d'ailleurs comme dans le reste de l'ensemble, dans l'ensemble de la population active, mais qui compte 48% de femmes en France. Donc on est un peu en deçà dans les professions culturelles. Puis si on regarde un peu plus dans le détail, les réalités sont plus contrastées. Parmi les artistes des spectacles vivants et enregistrés, elles ne sont que 38%. 38% aussi parmi les photographes, même si on peut noter une nette progression de 12 points, en 28 ans toujours. Et puis, parmi les photographes, je voulais dire aussi quand même, seulement 21% de photographes de moins de 40 ans sont des femmes. Donc on pourrait dire que c'est un mouvement avec les nouvelles générations, mais ça a l'air quand même un peu plus compliqué que ça. Parmi les professions où elles sont majoritaires, dans les professions culturelles, on note l'enseignement, avec 61% de femmes parmi les professeurs d'art, mais seulement 37% en matière d'enseignantes de photo. Donc voilà, principalement, en fait, la population des femmes qui exercent des professions culturelles est tirée par les professions de l'enseignement. Si on regarde maintenant la direction des écoles d'enseignement supérieur de la culture, auxquelles certaines seulement d'entre vous sont rattachées, je ne pense pas que les autres soient dans le groupe des 100, à peu près 100 écoles d'enseignement supérieur de la culture, 40% de femmes à la tête des établissements aujourd'hui, mais toutes disciplines confondues, elles sont beaucoup moins nombreuses à la tête des établissements publics de coopération culturelle et des associations. En fait, elles sont plus nombreuses dans les établissements publics nationaux. Donc globalement, dans les plus grandes écoles, elles sont un peu plus nombreuses puisqu'on est quasiment à la parité avec 48%. Mais sur les territoires, où les écoles d'enseignement supérieur sont majoritairement des EPCC, donc des établissements publics de coopération culturelle, ou des associations, on tombe à 30%. En matière de programmation maintenant, donc là qui concerne directement la vie artistique, les œuvres des femmes restent moins visibles, moins acquises et moins programmées que celles des hommes. Je me suis intéressée à 3 endroits. Le secteur du spectacle vivant et de la danse, où les femmes font leur meilleur score, puisqu'elles réalisent en moyenne 42% des représentations programmées aujourd'hui, tout rôle confondu, hors interprétation. Et c'est dans le domaine de la réalisation de chorégraphie qu'elles sont le plus représentées, avec 46%, donc presque la parité. Dans le secteur des arts visuels, la part des artistes femmes exposées dans les FRAC, Fonds régionaux d'art contemporain, a augmenté. Elle représente un peu moins d'un tiers des œuvres exposées en 2019, tout petit peu plus dans les centres d'art, contre à peine un quart les années précédentes. Et puis la lanterne rouge, c'est la musique. Sur les scènes des 10 festivals les plus importants de musique classique en France, les femmes comptent 22%, tout rôle confondu, composition et sur scène. Alors elles sont 28% de musiciennes-interprètes, 32% de solistes, mais seulement 8% de compositrices. Vous avez du boulot, Nathalie, vous le saviez déjà. 8% de directrices musicales et 6% de chefs d'orchestre. Sur les scènes des 90 principaux festivals de musique actuelle, c'est encore pire,
puisqu'on ne compte que 14% de femmes sur la scène, qu'elles soient musiciennes, enfin qu'elles soient instrumentistes, chanteuses, lead ou accompagnatrices. Je pourrais continuer comme ça longtemps avec les deux bouts de la chaîne de création que sont les moyens de production. J'entends par là les soutiens publics qui sont octroyés aux artistes et les récompenses qui restent très inégalement réparties. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous ces chiffres, qu'il est difficile de retenir comme ça tous d'un coup, les femmes passent rarement la barre des 40%. Certains ou certaines diront « c'est pas si mal ». Faudrait-il donc s'en contenter ? Moi, j'ai envie, là, du coup, de revenir à vous parce qu'il y a quand même un chiffre qui est très intéressant. Depuis longtemps, c'est-à-dire maintenant, en tous les cas, depuis que l'Observatoire existe, donc depuis plus de 10 ans, les filles sont majoritaires dans l'enseignement supérieur culture. Elles sont majoritaires d'ailleurs dans l'enseignement supérieur tout court. Les filles sont aujourd'hui 58% des diplômés de master en France depuis plusieurs dizaines d'années. Dans les écoles d'enseignement supérieur culture, donc qui représentent à peu près une centaine d'établissements, un petit peu moins, elles sont 62% des étudiantes. 68% dans les écoles supérieures d'art plastique, dont font partie l'école des beaux-arts et l'école de la photographie, aujourd'hui présente. Donc 68% de femmes dans ces écoles-là, à comparer aux 38% de photographes et 41% de plasticiennes. On est d'accord, on a perdu pratiquement la moitié des photographes et 50% des plasticiennes. Elles sont, dans les écoles de spectacle vivant, toutes disciplines confondues, elles sont la moitié des effectifs, 49%. Mais là encore, à comparer aux 38% des artistes des spectacles. On a quand même perdu plus de 10 points de femmes dans la vie professionnelle. Ça fait quand même beaucoup de filles qui s'évaporent, je trouve. La tentation pourrait être grande de se dire que les problèmes se situent au niveau des milieux et des parcours professionnels et pas au niveau des écoles, qui fournissent depuis longtemps des bataillons de diplômés EES davantage que des diplômés ES sur le marché du travail des arts et de la culture. Il me semble que ce serait aller bien vite et surtout mal en besogne. Et ça rendrait totalement inutile la tenue de cette table ronde, au passage. Comment ne pas s'interroger sur le rôle des établissements d'enseignement artistique dans la production et la reproduction des inégalités de genre dans le monde professionnel des arts et de la culture? Qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui n'est pas transmis? À qui? Par qui? Dans quelles conditions? Dans ces écoles, quelles sont les expériences vécues des filles et des femmes qui font ainsi le lit des inégalités professionnelles auxquelles elles se heurtent? En miroir, quelles sont les expériences vécues des garçons et des hommes qui les préparent, voire leur procurent, un accès ultérieur plus aisé aux moyens, aux relations, au public, aux responsabilités, au pouvoir? Comment agir concrètement pour que ces expériences convergent davantage et que les mécanismes de reproduction des inégalités soient enrayés au plus tôt dans les parcours des jeunes gens, futurs artistes et professionnels des arts de la culture? Voilà, j'ai posé le sujet. C'est à vous de jouer, vous avez 4 heures. Non. Nous n'avons qu'une bonne heure devant nous et nous n'allons sûrement pas apporter toutes les réponses ici. Je vais redescendre la pression quand même. Mais nous allons mettre en commun et partager vos analyses et expériences respectives au sein de vos 4 établissements. Et pour commencer un peu plus simplement et en lien avec les constats chiffrés que je viens d'égrener, je vous propose de commencer par un tour de table à partir de la question suivante. Existe-t-il des statistiques genrées au sein de vos établissements? Si oui, quels sont vos chiffres concernant les élèves, les étudiants et les étudiantes et concernant les équipes professionnelles? Et sinon, si vous ne les avez pas, quelles sont les proportions approximatives? L'idée de ce premier tour de table étant aussi d'en profiter pour présenter vos écoles sous l'angle de la présence des femmes et des hommes, et respective des femmes et des hommes. Je vous propose de commencer, Inge, si vous voulez bien. C'est ça, il est allumé normalement. Ça va, ça fonctionne? Oui, si. Non, c'est bon. Ça fonctionne, vous m'entendez? Oui. D'accord, j'ai pas l'impression. Bon, merci beaucoup pour cette invitation
de Piano Echo, Nathalie, et merci Maud pour le travail en amont qu'on a pu faire aussi, les discussions qu'on a eues. Je suis ravie d'être là. Je me sens dans les petits souliers aussi à côté de Ren Pratt. Et puis, c'est l'occasion pour moi de rencontrer des collègues à Marseille parce que je suis à Marseille que depuis le mois de novembre et en poste donc depuis quelques mois. À l'École des Beaux-Arts de Marseille, qui est donc un établissement d'enseignement supérieur culture qui maintenant aussi fait partie des établissements de l'INSEAM, l'Institut national supérieur d'éducation artistique Marseille Méditerranée, où on trouve aussi le conservatoire et l'IFAM, qui est l'Institut de formation artistique, pratique amateur, formation continue, etc. Donc maintenant, on est un peu un gros paquebot. Gardez le micro un tout gros près. paquebot, et voilà, là je m'entends. Et voilà, donc l'école fait partie de l'INSEAM. Moi aussi, j'ai fait un peu, en préparant mon petit dézoom, et je ne veux pas redire du tout ce que vous avez dit, mais je pense que quand on se penche sur ses propres chiffres, on a aussi envie de les situer, et on ne peut pas, à chaque fois qu'on touche un chiffre, on se pose encore une question. C'est un peu une enquête sans fin, je pense. Mais j'ai été frappée aussi de voir, donc, en enseignement même en quittant le domaine de la culture, que 60% des étudiantes en France aujourd'hui sont effectivement des femmes. Un autre chiffre qui m'a frappée, je me suis appuyée sur l'Observatoire national de la vie étudiante, qui m'a beaucoup frappée, c'est que c'est la filière de la culture où les étudiants disent avoir choisi cette filière pour leur intérêt pour les disciplines. Ça a le plus haut taux comment dire, 57% des étudiants dans la culture disent qu'ils sont là, pas du tout par défaut, mais parce qu'ils ont envie d'être là. Et c'est le plus fort taux de n'importe quelle discipline d'études en France. De n'importe quelle filière, au-delà des sciences, de la santé, de n'importe lequel. Donc moi, je trouvais ça quand même très frappante. C'est-à-dire que nos étudiants et nos étudiantes ont envie d'être là. Et c'est-à-dire que les femmes étudiantes ont envie d'être là. Ils ont envie de faire leurs études en art. Une autre, du coup, statistique qui m'a beaucoup frappée, c'était par rapport au traitement différencié. Parce qu'en cherchant du coup la question du sexe ou de l'identité de genre, est-ce que c'est ça qui fait un ressenti de différence de traitement? On est à 11%, toutes filières, toutes confondues. Mais au-delà de ça, la question de couleur de la peau, c'est à 12%. La question des origines et la nationalité, c'est à 23%. Et autres, non identifiés, c'est 18%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette question de parité est extrêmement importante. Ça le reste, on n'a pas fini du tout, mais elle fait partie des questions qui sont aussi brûlantes, voire plus. Et c'est là où on se doit de parler aussi d'intersectionnalité, de ces questions qui se croisent. On se doit aussi de décloisonner ces questions, ils ne sont pas isolés. Donc, si moi je me dis ça, c'est parce que nos étudiants et étudiantes et nos collègues nous amènent à être là dans ces questionnements-là. Donc, après, ce qui je trouve qui est intéressant, je me suis aussi penchée sur l'Observatoire de l'égalité hommes-femmes du ministère de la Culture. Il y avait plusieurs chiffres qui m'ont vraiment frappée par rapport surtout aux arts plastiques. Mais bon, je pense que ça, c'est contenu dans ce que vous avez dit. Je ne veux pas aller trop là-dedans, mais on a des chiffres, du coup, au sein de mon école et de l'INSEAM maintenant, qui nous aide aussi à parler de parité homme-femme, d'observer. Il y a le rapport annuel égalité homme-femme qui est fait, qui est présenté au conseil d'administration, où on peut étudier un certain nombre de choses. Mais là, encore une fois aussi, à chaque fois que je voulais gratter, j'ai dû essayer de bricoler mes propres chiffres. En fait, on peut dire quand même rapidement, je sais que j'ai 3 minutes, j'essaie d'être rapide. Elles sont écoulées. On sait que les chiffres pour notre école sont assez représentatifs, je pense, des chiffres nationaux. C'est-à-dire qu'on a en effectif à peu près 65% de femmes étudiantes, et on se demande du coup, en fin de cursus, où vont-elles?
parce qu'ils sont plutôt autour de 50% en sortant master. Donc, qu'est-ce qui se passe au sein du cursus pour qu'elles ne sont plus là à la fin? Ça, c'est une question qui se constate à travers les années. C'est assez constant d'ailleurs, si je comprends bien, depuis 5-6 ans au sein de cette école. Ce que vous dites, c'est qu'elles sont 65% dans le cycle en 3 ans, c'est ça? En entrant en première année. Ok. Ouais. Et à peu près là aussi en fin de cycle, oui. Ok. Donc c'est le passage master où déjà elles sont moins nombreuses. Oui, Okay. mais et à la fin moins nombreuses encore. Donc qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Donc ça on n'a pas de réponse pour l'instant. On observe à peu près 10% de proportion au fil du cursus qui partent. Après, un autre chiffre, alors, et au plus haut, parfois, on a même des années 75% de femmes en début de cycle. C'est plutôt entre 65 et 70. Donc ça, c'est assez frappant. Maintenant aussi, d'autres chiffres sur lesquels je voulais me pencher, c'était surtout pour les enseignants et enseignantes, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent les étudiants dans leur cursus, surtout SUP. On a 2 statuts d'enseignants dans l'école, c'est-à-dire PEA, professeur d'enseignement artistique, et AOA, assistant d'enseignement artistique. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 43, là c'est les beaux-arts, hein, c'est pas INSEAM, tout confondu, 43 PEA, dont 17 femmes, c'est-à-dire presque 40%, et 20 AOA, dont 8 femmes, c'est-à-dire 40%. Mais en fait, quand on gratte encore ces chiffres qui sont un peu... donc, on n'est pas à l'égalité. Si on regarde notamment les chiffres qui concernent les plasticiens, plasticiennes, qui encadrent... là, je vais me pencher sur l'option art. On a 2 options, art et design. Les plasticiens et plasticiennes qui encadrent les étudiants, les chiffres sont encore plus frappants parce que nous avons à peu près 8 femmes plasticiennes pour 25, c'est-à-dire 32%, et donc 17 hommes à 68%. Et même quand on prend en compte les tout petits ajustements par rapport aux des personnes en disponibilité, en arrêt maladie, etc., on va toujours tourner autour de ces chiffres. On va peut-être améliorer un tout petit peu, mais voilà. Ceci dit, il y a l'espoir parce qu'il y a une politique très volontariste pour travailler sur ces chiffres. Voilà. Donc c'est ça un peu l'état des choses. François, au CFMI, ça se présente comment? Qui n'est pas une école d'enseignement supérieur culture. Non. Alors le CFMI, qu'est-ce que c'est? Il y en a 9 en France. On est tous installés dans une université. Avec une triple tutelle, ministère de la Culture, celui de Aix par exemple, la plupart des financements viennent du ministère de la Culture, mais il y a une part de l'université d'Aix-Marseille Université, et puis on va chercher quelques ressources propres, et les CFMI ont été créés en 83 à l'initiative des ministères de la Culture et de l'Éducation nationale pour créer ce profil d'enseignants spécifiques qui allaient intervenir dans les écoles. Au départ, c'était vraiment cet objectif-là, former des musiciens à être pédagogues qui vont intervenir dans les écoles maternelles et élémentaires. Aujourd'hui, près de 40 ans, on arrive bientôt aux 40 ans, les musiciens intervenants ont beaucoup évolué dans leur métier, et du coup dans la formation qu'on propose, c'est pas seulement l'école, c'est aussi les hôpitaux, les milieux de la santé, du handicap, les crèches, donc tout ce qui est petite enfance, mais c'est aussi, ça commence à aller dans les entreprises, dans les EHPAD, voilà, plus ça va et plus on élargit. Sur un enseignement, on est sur le secteur de la médiation artistique aussi, on est sur le secteur de l'EAC, la fameuse éducation artistique et culturelle, un peu partout, très présent. Et donc une majorité de femmes, aussi bien du côté des étudiants que du côté des gens qui travaillent. Est-ce que vous pouvez tenter avec l'autre micro, parce que je trouve qu'il décroche marche pas beaucoup. Bien, celui-là, il décroche. Ouais. Alors, est-ce qu'il décroche Non, il est allumé, c'est bon. Ouais. C'est bon. Ouais. Il faut vraiment être très près. Essayez de le poser tous et toutes sur le... J'ai craché dessus pour mes voisins, voilà, comme ça, on va tous profiler le Covid. Voilà, donc avant d'avoir échangé avec Maude, je n'avais pas de statistiques
sur l'égalité femmes-hommes, parce que de toute façon, je me disais, il y a plus de femmes que d'hommes, c'est comme ça, et ça me va bien, et il n'y a pas de souci particulier avec ça. Et on partage ce constat avec l'ensemble des CFMI. Hein. Mais, comme vous le disiez au début, on est dans les métiers de l'enseignement, donc on confirme les statistiques nationales, ça décroche toujours. Ce métier est exercé majoritairement par des femmes. Alors j'ai vu des statistiques, l'université de Tours a fait une étude sur tous les diplômés du CFMI, donc sur une trentaine d'années, et ça ressort à peu près 66% sont des femmes. Voilà, donc on est là-dedans. Chez nous, je me suis amusé à poser les choses sur les 5 dernières années. Dans nos diplômés, c'est 66% aussi, globalement. Alors c'est variable, suivant les années. Ça va de 44% à 86% suivant les années. Mais globalement, sinon je parle un peu plus fort et puis voilà. Non, mais ça perturbe l'écoute, je trouve. C'est le mien qui va circuler. Ok. Faut que je me soulève ou pas? Celui-là, il décroche pas. Non, celui-là, il n'y a rien de mieux que micro-fil. Très bien. Sûr. Donc, du côté des diplômés, 66% sont des femmes sur les 5 dernières années. Et à l'entrée, 60%. Donc c'est un des rares chiffres que j'ai vu qui est intéressant, c'est que finalement les femmes réussissent plus que les hommes dans leur formation au CFMI. Voilà. C'est un constat, je ne l'explique pas bien. Et puis c'est tellement des petits chiffres chez nous. Oui, j'aurais pu préciser qu'on a entre 23 et 30 étudiants par an. On a 2 promotions, la formation c'est sur 2 ans. Et donc par promotion, on en a entre, cette année ils n'étaient que 9 en première année. Et ils sont toujours 14. Il y en a une qui a démissionné, donc 13 en deuxième année. Voilà, que dire de plus? J'ai regardé aussi du côté, alors pareil, l'équipe de permanents, on est 5, donc c'est difficile de faire des statistiques qui parlent. Il y a 3 femmes, 2 hommes, et au niveau de l'équipe permanente, direction pédagogique, un homme, une femme. Donc on est très bien, 50%, super. Et si je regarde à l'échelon national, je me posais la question tout à l'heure, il y a 9 CFMI, il y en a 2 avec des directions qui sont vacantes pour le moment, avec des intérims ou des administrations provisoires. Et sur les 7 autres, il y a 4 hommes, 3 femmes. Donc on n'est pas trop mal. Mais il n'y a pas... Pas trop mal, mais beaucoup par rapport aux statistiques des étudiantes. Oui. Oui, c'est comme vrai, dans les professions. C'est l'inverse. C'est comme dans les professions qui sont extrêmement féminisées. Les hommes, on les trouve en situation de responsabilité. Ouais. Alors en sachant que à la direction des CFMI, c'est pas forcément des musiciens intervenants au départ. Certains le sont, mais pas tous. Moi, je l'ai pas été, par exemple. J'étais directeur de conservatoire avant. J'ai un autre collègue, c'est le cas. Ça vient ou du monde de l'éducation nationale ou de l'université, ou du côté la branche culture conservatoire, plutôt sur des gens qui étaient en poste de direction avant. Voilà. Mais on a quand même l'intervenante, la directrice de Célesta, c'est une musicienne intervenante. Par exemple, celle de Lyon, non. Celle de Tours alors elle y est plus maintenant, mais elle avait été musicienne intervenante, et celle de Toulouse, non. Voilà, donc c'est assez variable. Que dire de plus? Moi, j'ai une petite question peut-être tout de suite là sur la plupart des gens qui entrent au CFMI sont plutôt issus musiques actuelles au sens large, non? Alors, c'est très, très, très variable. Les étudiants, ils peuvent être passés par un conservatoire, peu importe dans quelle discipline. Ils peuvent venir du monde autodidacte ou musique actuelle. C'est très variable. Et on accueille aussi, et ça c'est tous les CFMI, aussi bien des gens en formation initiale qu'en formation continue. Donc nos étudiants en ce moment, ils ont entre 19 ans et 57 ans. D'accord. Mais on a quand même
une vraie surreprésentation des femmes quand on regarde où sont les femmes dans la musique, puisque au conservatoire, elles sont à peu près 55% des effectifs depuis longtemps, et dans les classes de musique actuelle et jazz, on tombe à 35. Dans les studios de répétition des lieux de musique actuelle, on dépasse jamais 15%, et quand on fait 15%, on est content, parce que la plupart du temps, on est plutôt à 10. Donc, il y a vraiment, là, il y a une niche de femmes musiciennes qui se destinent à la transmission, et plutôt soit à des enfants, donc des populations quand même relativement jeunes, et je vais faire un gros bloc, peut-être pas très, très, très élégant, mais de public dit vulnérable. Voilà, je pose ça là. C'est tout. Je vous ai interrompu, François, est-ce que vous aviez d'autres... Je suis allé voir aussi du côté des vacataires, parce qu'on a énormément d'enseignants qui font entre 8 heures et 120 heures, parce que c'est 1500 heures sur 2 ans, la formation, donc il faut du monde quand même, à part nous deux permanents. Et là, on est 58% d'hommes et 42% de femmes. Voilà. Donc c'est l'inverse. Merci, on va s'arrêter là pour le moment. Je passe la parole à Raphaël. Bonjour et merci pour cette invitation. Ça m'a permis justement de regarder un peu les chiffres, parce qu'on n'avait pas de statistiques sur le genre. Et donc du coup de se poser des questions aussi sur la représentation homme-femme dans le milieu de la danse, là à l'École nationale de danse de Marseille. Donc pour présenter l'École nationale, c'est une des 5 écoles en France qui est régie par le ministère et qui propose une formation à vocation professionnelle en danse. C'est-à-dire qu'il y a l'école de l'Opéra de Paris, vous voyez un peu voilà. L'idée, c'est la même chose à Marseille, c'est qu'il y a un ballet avec une école qui est rattachée, et les élèves qui intègrent ces écoles ont pour objectif d'être danseurs, interprètes. Donc nous, la mission de l'école, c'est de répondre à cette attente-là au niveau du marché de l'emploi actuel de la danse, qui est sur du classique et du contemporain. C'est-à-dire que les chorégraphes veulent cette double compétence. Alors si je parle du marché de l'emploi, c'est assez important, puisqu'on se rend compte que du coup, les garçons sont très demandés en fait au niveau de la danse, puisque dans les formations, il y en a très peu. Donc là, on rencontre aussi ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on a une surreprésentation des filles dans la formation initiale et supérieure, et après, on voit du coup de ce que vous disiez qu'au niveau des arts du spectacle, les femmes d'un coup disparaissaient. Alors, je pense que ça vient du coup peut-être de ce fait que comme il y a moins de garçons sur le marché, ils sont plus convoités, donc du coup ils arrivent peut-être plus facilement à avoir des postes. Enfin, c'est peut-être une piste, alors je ne sais pas si c'est ça. Je vais faire remarquer au passage que dans ce cas-là, la parité est très bien recherchée depuis très longtemps. On n'a eu aucun mal à faire de l'action positive en faveur des garçons et des hommes pour maintenir justement une égalité en termes d'interprètes et de chorégraphes, à peu près. Voilà. Je pose ça là aussi. Non, mais écoutez, c'est très bien, justement, ça répond à quelques questionnements que je me posais. Du coup, on n'est pas sur de la formation supérieure ici, en ce sens où on n'a pas un diplôme qui délivre un diplôme national supérieur de type universitaire, une équivalence licence, mais on a des élèves qui ont entre 6 et 20 ans, donc ils commencent dès le primaire, et ils finissent en classe post-bac. Ces classes, on appelle ça un cycle préparatoire à l'enseignement supérieur. Donc c'est pas vraiment dans le supérieur, mais c'est un peu déjà dedans. En fait, on se positionne à un endroit où les élèves, on va leur permettre, à l'issue de la formation ici à l'école, soit de se spécialiser en fait dans une formation supérieure en danse, en choisissant d'intégrer par exemple le Conservatoire national supérieur de Paris ou de Lyon, avec une esthétique propre, donc en classique ou en contemporain, soit d'intégrer directement des compagnies, ce qui est plus rare puisqu'ils sont encore trop verts, trop jeunes. Les compagnies quand même attendent maintenant de plus en plus que les élèves soient matures et déjà professionnels. Soit la grande majorité des élèves intègrent quelque chose qu'on appelle des juniors ballets. C'est en fait comme une compagnie professionnelle, mais à un niveau local. C'est une compagnie, par exemple à Angelin-Prège-Locage, sur Aix-en-Provence, ils ont un junior. C'est de transmettre aux étudiants un petit répertoire avec lequel ils vont tourner localement sur la région, pour être déjà un peu comme un format d'apprentissage, d'être dans ce dispositif-là. Parce qu'il y a une échéance aussi en danse, c'est l'âge, puisque la carrière s'arrête très vite. L'âge de la retraite à l'opéra, je crois que c'est 42 ans et demi.
Donc voilà, et souvent certains décrochent encore avant pour ensuite s'orienter plus vers des métiers de professorat notamment, et qui demandent moins d'investissement physique. Donc du coup, j'ai fait les petites statistiques. Déjà, vous avez servi à ça déjà, Nathalie. C'est à se pencher sur les chiffres. On les faisait comme ça, plus du coup, un peu à la louche, pour voir combien on avait de garçons par rapport au fait de comment on constitue nous les classes, pour savoir si on pouvait organiser une classe, on pouvait les regrouper, les garçons, à des moments, puisqu'en fait la technique de filles et de garçons est différente, puisque les corps sont différents, les caractéristiques physiques sont différentes. Et aussi pour faire des duos, ce qu'on appelle des pas de deux en classique, où du coup il y a quand même une nécessité qui est l'un et l'autre qui se complètent à ce moment-là. Donc au niveau des élèves, on a 200 élèves, tout âge confondu, avec 85% de filles et 15% de garçons. Au niveau des professeurs, on est à 53% de femmes et 47% d'hommes. Et de manière générale, si on compte les professeurs plus l'administration et les pianistes accompagnateurs, on est à 56% de femmes et 44% du coup d'hommes. C'est qu'il y a une corrélation aussi, je pense, entre le fait qu'il y ait un fort public, beaucoup de filles en tant qu'élèves, que les professeurs soient à majorité du coup des femmes pour répondre justement à la technique, au parcours. C'est-à-dire que la transmission se fait aussi parce que les interprètes, les danseurs, les professeurs ont vécu, eux, en tant qu'interprètes, pour pouvoir arriver justement à transmettre ce savoir, sachant que la danse, donc là, c'est en train d'évoluer avec le contemporain, mais la danse classique, c'est extrêmement genré, c'est que les rôles sont assignés. Les hommes ont une technique particulière, les femmes une autre technique. Et donc, du coup, forcément, pour transmettre, il faut l'avoir pratiqué. Et de fait, à partir de cette assignation de base, en fait, on voit encore cette évolution, pas cette évolution, justement, cette continuité qui est là. Mais on voit aussi que maintenant, les réinterprétations du répertoire classique font que les genres commencent à devenir moins catégorisés. Quand on voit les nouveaux chorégraphes, ce qu'ils proposent, même les élèves, ce qui s'intéressent, dans quoi eux vont, les frontières commencent à être un peu plus floues, à se brouiller. C'est beaucoup plus poreux qu'avant. Ok, merci pour ce premier tour de piste, Raphaël. On reviendra après. Et je laisse la parole en dernier. Martha. Oui, merci de m'avoir invité et je suis désolée de ne pas pouvoir partager avec vous le présentiel. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Alors, toutes ces statistiques sont très intéressantes. Je pense que ça rejoint toutes dans les faits que effectivement dans les études de art et culture, il y a beaucoup plus de femmes qui se sont inscrites, mais finalement la professionnalisation, elle part plutôt chez les hommes. À l'École nationale supérieure de la photographie, qui est une école petite, c'est une école où on fait une formation initiale, un master en 3 ans au lieu de 2, en 3 ans, et une formation continue, et aussi un doctorat. Sur la formation initiale, ce qui se passe, c'est qu'effectivement il n'y avait pas des chiffres. C'est que depuis mon arrivée qu'on a commencé à se questionner, pas seulement sur des questions de genre, mais sur plusieurs questions liées à l'éducation et à la formation, et à faire des statistiques. Il n'y avait même pas de bilan social. Alors, je peux vous dire, grosso modo, que le 50% des salariés de l'école sont des femmes et l'autre 50% des hommes, mais que les enseignants, ils sont la plupart des hommes. Les enseignants, les techniciens, c'est une école petite, c'est-à-dire que là, il y a 7 enseignants, dont 2 femmes, et 7 enseignants artistes, et 5 enseignants techniciens hommes. Effectivement, la plupart dans les concours d'entrée, c'est un concours d'entrée il y a 25 lieux, c'est-à-dire que chaque promo, c'est des 25 personnes. Il y a beaucoup plus de femmes qui candidatent que d'hommes. Mais depuis l'année 2020, et je peux dire que, grâce à la pandémie, qu'on a dû de faire le concours d'entrée en ligne,
on a mis tous les dossiers de candidature qui a augmenté fortement ces 2 dernières années en anonymat, c'est-à-dire que les candidates, ils affichent pas leur nom et prénom dans le dossier, mais un numéro d'ordre qui leur est redonné. Et comme ça, les jurys de la sélection la première sélection qui s'est fait à partir d'un dossier artistique, ils et elles, ça c'est une autre chose, ne savent pas s'il s'agit d'un homme, une femme ou l'origine. Ça c'est aussi important. On parle de homme-femme, mais l'origine sociale et géographique c'est aussi très important. Dans ces cas-là, ce qu'on a fait, c'est que le jury aussi, on a essayé de le faire le plus paritaire possible. Vous savez, les jurys se constituent avec les enseignants de l'école, alors c'est difficile de le faire paritaire. Mais heureusement, depuis 2019, il y a une directrice au lieu d'un directeur, une directrice d'études aussi. Et ça fait que avec d'autres professionnels de l'école femmes, on a essayé d'équilibrer ces jurys pour que pas les 50%, c'est pas possible, c'est mathématiquement pas possible, mais quand même que dans tous les jurys il y ait des femmes. Et c'est qu'on a le résultat, ben ça c'est en fait il y a 2 ans qu'on a fait ça. Là on est dans les 3e années. C'est que à différence des années précédentes où sur 25 il y avait entre 6 et 8 hommes et le reste était des femmes choisies pour les premières années. Cette année, l'année précédente, la parité a été arrivée à son niveau, c'est-à-dire 13 ou 12. Et ça veut dire que, d'une certaine façon, je pense, mais on n'a pas encore les reculs, je dirais, statistiques et de temps qui donnent le recul de tous ces chiffres, c'est qu'il y a aussi une tendance de jury de l'école à donner plus de place au recrutement de femmes, des filles, si je peux dire comme ça. Ça, pour l'instant, on a arrêté ça avec l'anonymat. Cet anonymat arrive aussi dans l'épreuve écrite, c'est-à-dire que la preuve écrite qui est aussi en ligne, elle est aussi anonyme et elle se rompt avec l'entretien oral, bien évidemment. Mais quand même, la première grande sélection, elle est quand même basée sur l'anonymat. Et un autre élément, je pense que c'est important à parler, peut-être on va en parler plus tard, je ne sais pas, Maud, mais c'est la professionnalisation. C'est-à-dire que on a fait un questionnaire, on a passé un questionnaire à la fin de l'année dernière aux diplômés 2017, 18, 19, 20, 21, c'est-à-dire les dernières 5 années. Et c'est assez marquante. Ce qui s'était arrivé, c'est que si vous comptez, chaque année on a 25 diplômés, c'est-à-dire les dernières 5 ans, on a passé un questionnaire à 125 diplômés, dont il y a eu réponse de 48%, c'est-à-dire la moitié. Et de ces 48%, les 75% qui ont répondu sont des femmes. Ça, j'étais assez perplexe. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la plupart, ils se projettent sur un métier ou une activité professionnelle liée aux études de l'école. Et ça, c'est intéressant. Par contre, les salaires principaux viennent d'une autre activité. Et c'est incroyable comment aujourd'hui, depuis 5 ans, ces femmes qui ont répondu, ils ont comme une double activité. Ça, c'est quelque chose qui moi que j'appartiens à une génération beaucoup plus lointaine que la vôtre, ça me rappelle quand j'étais jeune, qu'on devait faire 3-4 activités pour survivre, pour avoir aussi des enfants, continuer nos études et avoir une vie professionnelle pleine et active. Pourtant, moi, je pense que c'est très bien de parler de ces statistiques, mais il y a un problème d'inégalité structurelle que
mon hypothèse sur les écoles d'art, que je connais depuis 3 ans, même pas 3 ans que je suis directrice à l'école d'art, elle passe aussi pour une intégration d'une pensée critique à propos des questions de genre et des questions sociales et politiques dans les enseignements. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est vraiment des formations dans la pédagogie et je dirais dans la méthodologie d'enseignement aussi, les contenus, parce que le problème c'est toujours dans la façon dont on utilise les langages et la manière comme cet langage fonctionne. Et ça, c'est quelque chose que dans les écoles d'art, mais j'imagine que dans d'autres écoles, c'est pas encore très ancré. Bah, c'est mon avis. Merci Martha. En tous les cas, vous faites une transition. J'ai pas besoin de la faire sur. Déjà, en fait, j'avais l'intention de vous donner la parole à vous et à Inge en premier parce que vous m'avez fait part de politiques assez actives et engagées sur le sujet. Et je vais peut-être commencer par une première question en fait à votre attention, Martha. C'est est-ce que la question de l'égalité des genres a fait partie de votre projet quand vous avez postulé à la direction de l'école de photographie, oui ou non? Est-ce que ça fait vraiment partie de votre feuille de route officielle aujourd'hui, ou est-ce que c'est une espèce de volonté et d'énergie personnelle que vous mettez à cet endroit, mais qui n'est pas une politique officielle de l'établissement? Enfin, ça se formalise comment et ça a compté comment dans votre projet? Vous m'entendez? Parce que j'entends très mal. Oui. Ça va? Oui, mais moi, c'est parce que Okay. je parlais avec le HF et il marche pas très bien. Ok. C'était pas dans ma feuille de route quand j'ai candidaté à l'école. C'est je dirais dans ma pensée professionnelle depuis longtemps. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé dans d'autres institutions, plutôt au centre d'art et dans la production et le commissariat d'exposition, ça s'était déjà ancré dans mon travail. Ce qui m'a étonnée quand je suis arrivée à cette école, mais je me suis rendu compte en parlant avec mes collègues et malheureusement j'ai pas eu l'occasion de beaucoup parler avec Inge, mais bon, on s'est vu pas mal en visio, mais jamais en réel. Et vraiment j'attendais ce moment dommage. pour la rencontrer et bon c'est raté. Alors du coup je me suis rendu compte que le périmètre des écoles d'art, il est très spécial et des universités. Et c'est ça qui m'étonne beaucoup ici en France. C'est que c'est toutes ces questions autour, pas seulement la parité, mais les questions autour des genres, des discriminations, des violences sexistes et sexuelles et tout ça. C'est quelque chose qui est pas très ancré. Ça commence parce qu'effectivement, c'est obligatoire dans les consignes que nous on reçoit du ministère de la Culture, et ça fait que de toute façon c'est accepté par les équipes parce qu'il n'y a pas il n'y a pas une autre option. Je me souviens que quand j'ai proposé ces formations qui sont proposées par le ministère de la Culture aux équipes, salariés, aux étudiants, surtout les équipes, ils ont râlé mais maximum. Et moi, je suis assez perplexe de cette manque de sensibilisation que j'avais déjà vu dans d'autres périmètres, bien sûr, centre d'art, etc., mais qu'on commençait, en fait, si je peux me permettre une minute, quand je suis arrivée ici en France, en 2006, à la direction du Jeu Paume à Paris, toutes ces questions, elles étaient vraiment martiennes, c'est-à-dire personne ne s'est posé ces questions. Quand je commençais à faire une programmation d'exposition assez paritaire, 45% des femmes, c'était vraiment, personne ne le faisait. Maintenant, et j'étais la première directrice de musée ou de centre d'art parisienne, la première directrice et étrangère. Là, vous êtes la première directrice de l'école de photo aussi, non?
Pardon? Vous êtes la première directrice de l'école de la photographie Ah aussi. oui. L'école qui fête cette année son 40 anniversaire, je suis la première aussi femme et étrangère en même temps. Mais bon, ça, on a l'habitude. Mais vraiment, je pense que les écoles, ils doivent encore se poser pas mal de questions qui ont à voir plutôt dans les enseignements. Et comment, par exemple, à l'école, quand je suis arrivée, la première chose que j'ai vue, qui m'a beaucoup frappée, c'était la bibliographie, la bibliographie pour la préparation de concours d'entrée. Il y avait qu'une seule femme dans la liste de livres de bibliographie. Il y avait une bibliographie de 25 titres, une seule femme, Barbara Kruger. Et Rosalind Krauss. Et j'étais, étonnée. Pour moi, c'est même pas, ça rentrait pas dans ma tête. Et c'était le début de mes étonnements. Maintenant, malheureusement, je m'étonne de rien et ça, c'est très dangereux. Merci. D'ailleurs, vous avez un peu évoqué les consignes ministérielles. Je vais peut-être un peu en faire part ici parce que tout le monde ne les connaît pas nécessairement. Aujourd'hui, les écoles d'enseignement supérieur culture sont tenues de mettre en place une charte d'engagement sur les questions d'égalité femmes-hommes qui comporte un certain nombre de points. Donc, bien sûr, il y a des espèces de modèles, mais il est fortement encouragé que ces chartes soient rédigées dans le cadre d'un travail collectif avec les équipes, les étudiants, étudiantes, les partenaires, etc. Donc ça peut être un outil, on va dire, d'animation d'une démarche égalité. Et aujourd'hui, en fait, il y a à peu près la moitié des écoles d'enseignement supérieur culture qui sont dotées de cette charte. Et Agnès Salle, donc, qui est la haute fonctionnaire en charge de la RSO maintenant, donc responsabilité sociale des organisations, et précédemment égalité et diversité au sein du ministère, s'est donné, je crois, 4 ans pour que toutes les écoles en soient dotées. Et les écoles de la création artistique sont particulièrement en retard par rapport aux écoles du patrimoine et du cinéma qui, elles, ont toutes finalisé leur charte éthique sur le sujet. Donc ça permet, c'est pas un instrument miracle, mais ça permet quand même de mettre en place une dynamique, parce qu'il y a quand même un certain nombre de sujets qui sont listés dans cette charte, dont également la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui a fait quand même l'objet d'une grande enquête dans les écoles d'enseignement supérieur culture, je crois, l'année dernière, avec des résultats assez préoccupants, comme malheureusement dans l'ensemble de la société et des arts et de la culture. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ces formations dont vous parliez aussi, en fait, elles sont également obligatoires pour les personnels des services, des directions et des établissements publics nationaux. Et elles sont demandées, mais c'est pas le même marché, on va dire. Elles sont partiellement financées par le ministère et par les DRAC pour tous les établissements d'enseignement supérieur culture et tous les gens en fait qui bénéficient de soutien public à un moment donné. Mais donc voilà, ça commence petit à petit à s'installer. Est-ce que vous avez commencé une démarche justement autour de cette charte officiellement, Martha, ou est-ce que vous agissez plutôt au gré des opportunités, de vos capacités à convaincre les collègues à un endroit ou à un autre ? Moi, je suis un peu contre le fait d'imposer une charte comme ça, parce que je les vois bien. Et le travail, je pense que le travail, c'est un peu dans la lenteur et petit à petit. Je suis persuadée, mais peut-être je suis trop naïf, que depuis 2 ans, en fait, cette charte nous a été demandée justement en 2020 à l'école. Moi, quand je suis arrivée, justement dans le moment de tout la difficulté d'accès à l'école et la pandémie, etc. On a fait des formations collectives, on a travaillé avec les étudiants. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les étudiants, ils sont beaucoup plus avancés que le reste de l'équipe. Et c'est les étudiants qui portent un peu. Et on a formé les salariés, on a fait une formation pour les salariés, pour les étudiants. Et moi, je pense que les choses, il faut pas les imposer, mais il faut vraiment les adapter et les adopter et les intégrer dans une sorte de normalité de la vie quotidienne. Chose
que petit à petit on fait, même si il y a beaucoup de résistance, hein. Surtout, voilà, il y a beaucoup de résistance. C'est aussi le niveau de l'âge, le niveau moyen d'âge des équipes de l'école d'Arles est de 49 ans. Parfois c'est difficile. Ouais. On est déjà venu vieux à 49 ans. Pardon? Non, je fais une petite plaisanterie. Je dis si on est déjà vieux à 49 ans, alors. Non, non, attendez, moi je n'ai beaucoup plus. Il n'y a pas d'âge pour faire évoluer les mentalités. Non, mais il y a des préjugés qui sont difficiles et surtout s'ils viennent de la direction. Quand la direction impose, même si c'est interdiction de fumer dans les patios, c'est quelque chose qui est toujours mis en cause. Imaginez-vous interdiction de parler d'une façon machiste. C'est difficile. C'est très difficile, surtout quand la plupart des enseignants sont des hommes. Et des gens qui sont là depuis des années. Ouais. Après, oui, j'entends ce que vous dites. Après, vous n'avez pas quand même hésité à modifier la bibliographie du concours d'entrée. Ah bah non, et la charte, il est intégré dans le, dans le livret des étudiants et aussi dans le règlement intérieur. Hein. Et puis ça permet également aux étudiants et aux étudiantes de s'appuyer sur l'existence de cet engagement pour réagir en cas de situation problématique aussi. Ah bah bien sûr, et on a des référentes, 2 personnes référentes à l'école pour des questions de violences sexuelles et sexistes qui sont très très actives. On a fait des séminaires avec les étudiants. Non, vraiment, on y travaille beaucoup. Mais il faut faire un peu, il faut convaincre, pas imposer. Et pour convaincre, c'est quelque chose, comme tout, dans la formation, dans l'enseignement, un peu plus long que imposer un logo ou une charte et bye bye. Merci Martha. Je vais me tourner vers Inge pour savoir justement quelle est la démarche en cours sur l'enjeu d'égalité au sein de l'école des Beaux-Arts. Merci. Moi, je suis d'accord avec Martha sur beaucoup de choses qu'elle a dites. Tout, en fait. Sur la question d'imposer des choses, en revanche, je dirais juste qu'il y a des choses qu'on se doit de faire. On se doit de mettre en place des sensibilisations, on se doit de mettre en place des formations. Et je pense que notre équipe se doit de participer. Il y a certaines choses où ça fait partie des services, des membres de service où ils ont à participer à cela. Il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas. J'ai envie de le dire comme ça. Donc, de la même façon qu'on va commencer de mettre en place pour les nouveaux arrivants dans l'école, des étudiants, aussi les sensibilisations où ça va faire partie de leur rentrée. Donc, ça va être, entre guillemets, optionnel. Après, ça, voilà. Oui, alors à l'école, donc, moi, je suis à Marseille depuis 5 mois à peu près, mais j'étais dans une école d'art déjà pendant 10 ans à Grenoble-Valence. Je faisais partie de la direction en tant que responsable des études de recherche sur les 2 sites pendant 6 ans, et puis après, direction du site de Grenoble, où on a aussi eu toute une histoire un peu d'éveil par rapport à ces questions. Et effectivement, c'est des étudiants qui nous amènent à s'activer, en fait. C'est ça qui, je trouve intéressant. Justement, aussi, ces questions d'intersectionnalité, etc. C'est eux et elles qui nous amènent à voir ça et à se dire, mais c'est là où ça se passe maintenant, et c'est là où il faut être. Donc, à Marseille, pour essayer de faire court, le cadre national aussi, avant que le ministère de la Culture nous dise il faut une charte, chaque école a besoin d'une charte, l'ANDEA, l'Association nationale des écoles d'art, avait aussi un groupe de travail au niveau national pour les questions de parité, de discrimination, plus largement, qui avait aussi proposé une charte au niveau national que les écoles étaient libres d'adopter. Et ça, c'est en 2015 qu'ils ont finalisé leur charte. Et par exemple, l'école de Grenoble-Valence avait fait l'option, au lieu d'écrire une charte elle-même, d'adopter cette charte rapidement
quand on a vu qu'il fallait vraiment qu'on s'en empare de ces questions, puisque les étudiants ont tapé sur la table en réunion d'entrée en disant « il faut faire des choses ». Donc ça, c'était en 2017. Et à partir de là, on a commencé à inviter des entités extérieures pour nous accompagner parce qu'on voyait qu'on n'était pas équipés, on n'était pas formés, on avait besoin de se former, se sensibiliser, se former. Petit à petit. Et c'est ça aussi qui se passe en invitant Clash, par exemple, qui opère en enseignement supérieur ou d'autres organismes de sensibilisation, de formation. À Marseille, ça se passe un peu pas de la même manière parce que chaque école aussi a ses différents champs de bataille qui émergent plus rapidement que d'autres. En termes de discrimination, des questions de cet ordre. Et en 2000, alors, je ne connais pas de l'intérieur des détails, mais je sais qu'en 2019, il y a une première charte qui a été écrite de zéro discrimination et un collège zéro discrimination qui a été mis en place en 2020. Ce collège et ce travail où il y a eu des sensibilisations, des formations du monde qui étaient mobilisés, étudiants, équipes administratives, techniques et enseignantes, ont travaillé. Ils ont dû aussi avoir affaire au cas concret et c'est là où on voit où c'est pas facile. Hein. C'est quand on scoltine les cas concrets et souvent d'ailleurs, je trouve que c'est souvent le fait de devoir scoltiner à ces cas concrets ça stoppe un peu le travail structurant. C'est-à-dire que dans les écoles où il n'y a pas encore forcément des chartes, ça ne veut pas dire que ça ne passe rien. C'est parce qu'ils sont tellement à s'acharner sur les cas concrets, qui sont très complexes parfois, qu'ils n'arrivent pas à finaliser ces travaux plus structurants. C'est un paradoxe, mais c'est la réalité. Et, vous pouvez donner un exemple, par exemple, enfin, sans donner de nom, évidemment, mais un cas qu'est-ce que vous entendez par cas concret? C'est-à-dire que quand il y a un cas qui émerge, il faut le traiter et que ça fait que... Cas de violence sexiste et sexuelle ou de discrimination Oui, tout à fait. Oui, okay. Pardon. Oui, un cas où il faut un article 40, où il faut essayer de faire une enquête interne, peut-être qui est accompagnée par l'extérieur, où il y a des temps longs d'attente aussi, quand la justice est aussi amenée on est amené à travailler avec la justice. Ça prend du temps. Les choses se ne résolvent pas d'elles-mêmes. Donc, ça, c'est très complexe. Et donc, à Marseille, le collège discrimination a duré un temps et il n'a pas tenu. Et donc là, avec mon arrivée, et aussi pour répondre à cette question, est-ce que ça faisait partie de ce que j'avais mis dans une autre intention? Oui, travailler sur ces questions, ça m'emporte. J'ai eu la possibilité de me former partiellement avec des sensibilisations, des formations courtes. J'ai l'impression que c'est jamais assez. Il y a encore à faire. Mais j'ai candidaté sur ces questions et je pense que j'ai été retenue aussi parce que il y a la volonté aussi au sein de l'établissement plus largement aussi qu'on se coltine à ces questions. Donc, et heureusement. Donc, avec mon arrivée, j'ai appris, et je trouve que c'est une très bonne chose, une des choses une des leçons importantes, c'était qu'on a besoin de l'extérieur, d'aide de l'extérieur et d'un appui de l'extérieur, de pouvoir s'adosser aux personnes qui sont plus formées que nous, plus expérimentées. Et là, par exemple, et aussi d'avoir des personnes qui sont vraiment vouées à cette question en interne. Donc, on a eu c'était prévu avant mon arrivée et la personne a pu être du coup intégrée à l'équipe depuis le mois de janvier. Et nous avons une conseillère de prévention qui a pour mission aussi de travailler sur les questions de discrimination. Je trouve que c'est une très bonne chose. C'est un effort important de la part de l'établissement pour que on a quelqu'un qui va se former encore plus, qui va être notre personne référente pour ces questions. On teste une autre façon aussi de pouvoir récolter des signalements avec un partenaire extérieur. Cette fois-ci, on a vu que les signalements en interne, ça ne pouvait pas fonctionner chez nous. Donc, avec un partenaire qui est actuellement la maison départementale de lutte contre les discriminations, les étudiants et notre équipe savent qu'ils peuvent
émettre des signalements de tout ordre discriminatoire à cet endroit. Comment vous communiquez ça, justement, par Alors, exemple? on a fait ça parce qu'on a fait en janvier un lancement pour ce qu'on a décidé d'appeler un peu avec d'ambition, mais en toute humilité, une mission égalité. Et dans ce cadre, la maison de lutte contre le départemental de lutte contre les discriminations est venue. Ils ont fait une présentation. On a présenté les nouvelles conseillères. C'était une sorte d'acte d'intention qui était posé. Et on a annoncé à ce moment-là que les signalements pouvaient être récoltés de cette façon. Et puis avec aussi un rappel fait par mail à toute l'école, équipe et étudiants pour cela. Mais en disant aussi qu'on voulait mettre en place des groupes de sensibilisation, les proposer, en passant par un travail avec les délégués et l'équipe représentant qui au sein de notre CERV, le Conseil des études de vie étudiante et recherche. Je dis ça pas dans le Conseil des études, recherche, vie étudiante, au sein de l'école, essayer de travailler sur les kits de ressources, ce genre de choses, pour voir qui, eux, ils ont envie aussi d'inviter, sur quelle piste de travailler. Et là, on a déterminé que pour une première journée de l'émission en égalité, qu'ils voulaient se pencher sur le sujet de la diversité des genres. Donc, nous avons mardi prochain notre première grande séance mission égalité qu'on a fait exprès de poser au sein des journées pédagogiques. Donc, c'est-à-dire qu'on aura l'intégralité des équipes pédagogiques avec nous parce que on a ça que 3-4 fois dans l'année où on a tout le monde regroupé en même moment pour travailler ensemble. Là, on va se pencher sur l'année prochaine, mais aussi faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier, et tout le monde est convié, et les étudiants également, étudiantes conviées à cet après-midi, où nous avons un ensemble d'invités pour prendre la parole, pour pouvoir un temps de transmission, de sensibilisation. Et en fin d'après-midi, un moment convivial autour d'un pot, mais où aussi les invités auront des stands pour qu'un temps plus informel et peut-être où des questions puissent être posées plus intimement et pas devant une grande assemblée où souvent on peut arriver à un certain degré d'échange, mais il y a parfois des questions extrêmement intimes qui se posent à cet endroit-là et de pouvoir faire de un à un, une à une, ça sera peut-être plus simple. Donc, en avant, pour donner un exemple, comme invité, l'association Transat qui va venir, qui s'occupe des questions du transgenre, notamment. Le refuge, qui est un peu dans ce domaine également, mais notamment avec des très jeunes populations, de jeunes adultes, adolescents et jeunes adultes. L'œil de loup aussi, qui est aussi qui fait de la formation par rapport à ces questions-là, discrimination. Le planning familial sera présent avec nous cet après-midi-là, et puis notre partenaire, la maison départementale de lutte contre les discriminations. Donc, on est très heureux de ce programme, mais on le fait avec beaucoup de modestie parce qu'on entame le travail. Donc ça, c'est un exemple de la mise en place, c'est un peu le véritable lancement de cette mission égalité. Merci Inge. J'aurais un dernier mot à dire que non seulement on est attendu par le ministère de la Culture, les écoles supérieures culture, mais aussi par l'HCRS, c'est-à-dire le Haut Conseil d'évaluation de recherche et l'enseignement supérieur. Et on est avec Martin en pleine campagne d'évaluation. Et il y a 2 critères, je voulais les citer, où on est attendu, à laquelle on doit répondre. Le politique de ressources humaines de l'établissement intègre les enjeux de parité, d'inclusion et de réduction des discriminations. Et le politique de la vie étudiante et de la vie de campus de l'établissement intègre les enjeux de parité, d'inclusion, de réduction des discriminations, des violences sexuelles et sexistes. Donc là, on se doit de répondre actuellement à ces questions-là aussi au sein de cette évaluation au niveau de l'enseignement supérieur. Tout à fait, je confirme. Merci à toutes les deux. Bon, alors, j'annonce déjà à Nathalie pour pas qu'elle s'inquiète trop. Je vais aller jusqu'à 15h45. Ça va ?
parce qu'on a démarré avec un petit quart d'heure de retard, on va dire ça comme ça. Je voudrais passer la parole à François, parce que cette histoire justement on est attendu par les tutelles à cet endroit-là, elle concerne les établissements comme ces 2 écoles d'art d'enseignement supérieur. Et vous me faisiez part que vous étiez en pleine, je crois que c'est vous, qui était en pleine procédure RNCP là. Oui, Donc c'est des procédures aussi d'homologation des formations et où en fait vous me faisiez part du fait que il n'y a rien. il n'y a rien qui est demandé à aucun endroit, même pas des statistiques genrées, quoi. Non. On nous demande, alors le RNCP, donc Registre National des Certifications Professionnelles, ça permet, notre diplôme ne fait pas partie du LMD. Donc Licence, master, doctorat. C'est pas un diplôme national. Culture ou enseignement supérieur, c'est un diplôme universitaire de musicien intervenant qui a été à une époque au niveau 5, donc équivalent à l'ancien DUG, et qui est aujourd'hui au niveau 6, donc équivalent à une licence. Et avec des prérequis, puisqu'on demande aux étudiants d'avoir au moins 2 années de quelque chose après le bac pour pouvoir se présenter au test d'entrée. Voilà, donc tous les 5 ans, on s'amuse. En fin de compte, on ne s'amuse pas du tout parce que c'est très pénible comme dossier à faire, mais c'est quand même intéressant parce que ça questionne nos pratiques et on le présente avec les 9 universités, les 9 CFMI réunis, donc il faut se mettre d'accord. Et notamment, ça oblige à un travail de fond sur les contenus, les modalités d'évaluation, les compétences, pour que le diplôme soit réellement un diplôme national. Même si on a chacun nos façons de pratiquer, de mettre en œuvre nos maquettes de formation, il faut quand même qu'à l'arrivée, ce soit un DUMI partout. Voilà. Donc, effectivement, on nous demande enquête d'insertion sur 2 promotions à 6 mois, à 2 ans et demi, comment ils sont insérés dans le métier en lien avec la certification ou pas, etc., etc., etc. Et à aucun moment, on nous demande des statistiques sur cette question homme-femme. À aucun moment. Donc, mais voilà. Voilà, c'est en discutant avec Maud que je me dis ah bah oui, c'est vrai, en fin de compte on nous demande pas, quoi, donc on le fait pas. Donc moi je suis très étonnée qu'en France encore, quand on lance des demandes de production de données, ce soit pas systématique qu'elles soient sexuées. Et là je vais dire sexuées parce qu'en France on a un sexe civil, donc on peut en discuter pour les questions de genre, mais ça quand même pratique, ça permet de produire de la statistique, sinon c'est un angle mort total. Et puis, la question que je me pose aussi par rapport au DUMI, c'est que tous ces musiciens et musiciennes intervenantes, ils sont au contact de tout un tas de publics, et en particulier des enfants. Et à quel endroit on interroge aussi là, et là ça me fait rebondir sur ce qu'ont dit Inge et Martha, sur l'importance aussi que ça vienne percuter les contenus pédagogiques même. À quel moment ces transmetteurs et ces transmettrices de savoir et d'envie, de désir de musique sont interrogés et interrogent leur pratique sur qui elles font jouer, qui elles et ils font jouer, de quel instrument, à qui, et que ce soit pas intégré aussi dans la réflexion pédagogique en fait de comment on fait pour que ces personnes-là soient des vecteurs et des vectrices de transformation des stéréotypes de genre. Je réfléchis en même temps. Alors, un peu comme la littérature jeunesse, par exemple, oui, le travail oui. qui commence à être fait quand même dans les médiathèques en particulier sur ces sujets. Alors après, la pratique musicale telle qu'elle est développée par les musiciens intervenants, notamment dans les écoles, parce que c'est quand même là qu'ils exercent en grande majorité, hein, notamment la part instrumentale. Quand on parle d'instruments, ça va plutôt être des instruments de percussion, des instruments qui sont construits avec du matériel de récupération, des choses comme ça. Donc c'est des instruments qui n'ont pas forcément de correspondance avec l'environnement professionnel de la musique. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'interroger, mais ils chantent beaucoup, ils utilisent le corps, et on est plutôt dans des questionnements d'équité de traitement, mais au sens large, sans se poser la question est-ce que c'est un garçon, une fille, est-ce que c'est, enfin, il faut que chacun trouve sa place en permanence, tout le temps. Il ne faut pas laisser un enfant de côté. On est plutôt sur ces questions-là, sur le plan pédagogique.
Après, je réfléchis au cœur de la formation, parce que les étudiants notamment les étudiantes, sont assez sensibles pour certaines sur ces sujets-là. Moi, il y en a une qui un jour est venue me dire mais pourquoi on ne pratique pas l'écriture inclusive dans tous vos documents? Je dis bah oui, c'est vrai, j'ai essayé de m'y mettre et puis c'est quand même pas simple à faire, donc j'ai un peu abandonné. Au passage, j'ai regardé les sites internet. Ouais. Je vais faire de la dénonciation ou de la Non, mais on le valorisation, mais ce sont les deux écoles qui ont des démarches égalité officielles, c'est-à-dire l'école de photographie et l'école des beaux-arts, C'est des femmes. qui pratiquent l'écriture inclusive sur leur site internet. Ouais. Donc c'est aussi des signaux qui sont très attendus de la part des populations étudiantes. Notre directeur général, qui est un homme, le pratique également. Oui, non, mais d'abord, tout le monde peut la pratiquer. Hein. On n'a pas des mains ou des cerveaux particuliers. Mais en tous les cas, c'est encore une action concrète qui envoie un signal. Bien sûr qu'elle ne fabrique pas à elle seule l'égalité. Mais elle après, moi, je pense qu'il y a une autre chose. Alors, c'est très différent, mais sur les recrutements, ce que j'étais en train de me dire, nous, dans nos réflexions, alors à l'échelle du Conseil national des CFMI, avec les 9 CFMI, est-ce qu'on se questionne sur cette question-là? Très clairement, non. Parce qu'il y a tellement d'autres problèmes. Valorisation du métier, comment on fait pour recruter. Que vous pourriez croiser. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Mais la discussion préalable qu'on a eue, ça m'a interrogé sur plein de choses, en fin de compte. Donc, c'est bien. Cool. Et ne serait-ce que faire ces petites statistiques-là, bon, ça confirme ce qu'on constate, sans mettre de chiffres dessus, mais ça permet d'affiner un peu les choses. Parce que un de vos enjeux, c'est de recruter davantage. Ah bah oui. Vous manquez de musiciens et musiciennes intervenants. J'ai moins de candidats que de places chaque année. Donc le sujet, c'est évidemment pas d'écarter les femmes, mais par contre de s'interroger sur comment on travaille le recrutement aussi de garçons sur des métiers qui sont intuitifs, qui sont socialement construits comme des métiers de femmes. Et donc pour moi, c'est une de vos plus grandes pistes, c'est de travailler à casser les stéréotypes de genre autour de s'occuper d'enfants, transmettre des choses ou de personnes vulnérables. Ouais. Le care, parce que tout ça, c'est la grande famille du care, ça peut aussi être pris en charge par des hommes et ça peut aussi être un débouché, parce qu'il faut quand même rappeler que de faire sa carrière dans la musique, y compris pour les hommes, c'est pas facile. C'est un monde extrêmement concurrentiel. Donc la question de l'enseignement, elle est un débouché possible pour tous les gens qui font de la musique. Ouais. Et ce serait intéressant à faire, mais j'ai absolument pas les chiffres pour aller regarder ça. Mais dans nos diplômés, il y en a qui vont faire le métier de musicien intervenant, il y en a qui vont être plutôt sur la partie artistique, production de spectacles, des choses comme ça. Et j'ai aucune idée, par exemple, il n'y a aucune mesure qui permettrait de constater si ceux qui sortent du métier ciblé sont plus des garçons ou des filles. Ça, par exemple, on n'a rien là-dessus. Et j'ai pas assez d'exemples là sur les dernières années. Et je vois là sur les candidats qui se présentent, il n'y a qu'une seule année où je suis en majorité de garçons. Mais sinon, chaque année, c'est plus de filles que de garçons. Bon, on va s'arrêter là parce que je vois le temps qui défile. Raphaël, quelles seraient pour vous les problématiques d'égalité des genres qui se poseraient de manière cruciale dans votre établissement? Nous, c'est du coup pareil, c'est les garçons qui sont minoritaires, donc en fait, c'est plus vis-à-vis d'eux, dans le sens où ils auditionnent moins, ils osent moins venir danser parce que socialement, c'est mal perçu. Enfin, quand on fait des auditions, on a des entretiens avec les candidats et les candidates, enfin, pas avec tous, avec ceux dont on fait déjà une première sélection, etc. Et en fait, les garçons nous disent qu'ils veulent venir dans cette école parce qu'ils ont vu qu'il y avait des classes garçons, des professeurs garçons. Et eux, dans leurs écoles, des fois, c'est les seuls où ils sont que 2 garçons, même dans des conservatoires, même sur des conservatoires rayonnement régional, enfin des grosses structures. Eux, ils sont vraiment là-dessus. Voilà, c'est peut-être l'axe. Après, nous, on n'a pas de... Enfin, déjà, j'apprends qu'il y avait une charte, mais comme on n'est pas dans l'enseignement supérieur, ben forcément, on n'a pas dû avoir accès à... Mais vous pouvez. Oh oui, mais ça, voilà, nous, dans tous les cas... Je vous y encourage. Avec plaisir. Oui. On est déjà, de toute façon, nous, dans cette démarche-là. C'est-à-dire, quand on fait venir des intervenants, on veut qu'il y ait... C'est toujours moitié-moitié. C'est-à-dire que sur l'année, qu'il y ait autant d'hommes, de femmes qui sont venus auprès de nos étudiants, nos élèves,
qui sont intervenus. Quand on fait des examens, le jury aussi, on fait 50-50. Parce que comme on a justement ces garçons, ces filles, et qu'on essaie de les mettre tous, de les voir comme des élèves et pas essayer d'être sur plus ou moins, c'est assez compliqué, enfin pas compliqué, mais comme on a cette problématique-là, d'un côté on doit valoriser les garçons pour en attirer d'autres, mais en même temps il ne faut pas trop les mettre en avant pour pas que les filles se sentent lésées. On essaie vraiment de... Parce qu'après on a souvent aussi des professeurs qui nous disent qu'ils ne se rendent pas compte, ah oui mais les garçons vous les privilégiez, etc. Et quand on discute avec eux, ils voient bien que non, parce qu'au final c'est toujours les garçons qui... Les rappels à l'ordre c'est pour eux, les avertissements généralement c'est plus... Ils n'arrivent pas forcément à voir cet équilibre. C'est pas inné en fait, parce que peut-être que nous aussi on fait pas de la pédagogie là-dessus, on le fait spontanément, de mettre là cette parité chez les intervenants ou les ou les jurys, mais on montre pas. Et là de plus en plus par rapport à l'écriture inclusive, on commence à rentrer dedans dans nos documents officiels, de mettre ça en place. C'est que le ballet on avait participé à un atelier d'écriture inclusive, de comment d'ailleurs les étudiants des Beaux-Arts avaient été invités pour justement réfléchir à ces questions-là. Et de plus en plus dans les mails, dans les conventions, on rentre là-dedans. Ok. Moi, c'est une de mes marottes, hein, donc si les gens veulent m'en parler après, il n'y a pas de problème, parce que l'écriture inclusive, c'est pas que le point médian surtout, c'est plein d'autres choses. Et le langage, voilà, c'est quand même un élément important pour penser le monde autrement. Pour laisser quand même du temps à Rennes, il y aurait 1000 choses encore sur lesquelles rebondir, mais justement, c'est à vous que je vais demander de le faire. Comment les propos qui ont été partagés cet après-midi, comment ça résonne avec votre riche expérience en la matière? Comment ça vous enthousiasme? Comment ça vous agace? Quelles idées, quelles choses vous avez envie de partager? Bon. Merci. Oui, et, il s'est dit beaucoup de choses cet après-midi, donc je ne vais pas réagir sur tout. Et je voudrais dire à quel point je suis contente de participer à cette table ronde, de vous avoir entendu, et puis de me dire que c'est peut-être un début de dialogue engagé entre nous, parce que je crois que la question des écoles, au regard des questions, des inégalités et des discriminations de genre, mais que, ça a été dit par Inge, doit absolument s'articuler avec tous les autres types de discrimination et d'inégalité, donc que ce soit de race, de classe, et puis on peut parler de validisme, agisme, etc. Enfin, tout ce qu'on a su inventer pour mettre des gens à l'écart de ce qu'on considère, de ce qu'on a fabriqué comme norme. Voilà, donc ça c'est un premier point. Je crois qu'il y a une chose sur laquelle j'ai envie de réagir, parce que ça renvoie, et puis après je vous présenterai quelques réflexions et quelques témoignages que j'ai pu accumuler depuis d'ailleurs l'écriture de mon premier rapport. Quand vous disiez, pour les danseurs, c'est très intéressant, pour les danseuses et les danseurs, il y a des caractéristiques physiques différentes entre les femmes et les hommes. Alors, je veux bien, ce sont des caractéristiques construites par la manière dont on alimente les filles et les garçons, dont on leur permet de courir ou pas dans les cours de récréation, dont on leur permet de faire certains sports ou pas, certaines activités. Comment on dit plus facilement à une petite fille tiens-toi sage, et un petit garçon il court mais il est tellement vif cet enfant, puis il a besoin de se dépenser. Donc évidemment au bout du compte ça fabrique des différences physiques, c'est certain. Cependant, j'avais été très surprise quand je travaillais à l'écriture de mon premier rapport, enfin quand je commençais à réfléchir à ces questions, je ne savais même pas que j'allais en sortir un rapport. J'étais donc au ministère de la Culture dans une direction qui s'appelait à l'époque Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. Et il y avait à l'inspection danse quelqu'un qui par ailleurs s'est retrouvé à l'école à Marseille plus tard, qui était Jean-Christophe Paré.
Et Jean-Christophe Paré, à qui, parce que moi je disais, oui, enfin, il y a bien effectivement je disais exactement ce que vous aviez dit tout à l'heure, et je disais, mais par exemple aussi pour les métiers techniques, il y a des problèmes les régisseurs, et encore les régisseurs, mais les techniciens, il faut porter du matos, etc. Et Jean-Christophe m'a dit, oui, mais regarde, et il m'a donné l'exemple d'un spectacle, alors j'ai oublié, mais un chorégraphe hyper célèbre qui a fait des spectacles plutôt, et qui avait, excusez-moi, j'ai pas de mémoire, donc vous allez retrouver, et qui avait cet acteur, ce danseur formidable qui avait de grandes oreilles, là, Decoufflé. Voilà. Et ben, comme quoi, les grandes oreilles, ça m'a rappelé. Donc c'était le chorégraphe, c'était Decoufflé. Et Jean-Christophe me parlait d'un spectacle où, me disait-il, une toute petite danseuse faisait un porté sur une épaule d'un danseur disproportionné par rapport à elle. Je lui ai dit, ça alors, je vois vraiment pas comment c'est possible. Et il m'a dit, mais les forces, ça se gère. Voilà, le son d'un danseur qui était inspecteur de... Donc voilà une chose sur laquelle je voulais réagir. Je crois qu'il faut... réfléchir à tout ça. Ça ne vous fait pas penser aussi à l'engagement du Conseil national supérieur d'art dramatique ? Sur la question de l'emploi. Oui. Oui, effectivement. Oui, on peut revenir sur la question des chartes. J'entends ce que dit Martha, que l'obligation, c'est pas ça qui permet vraiment d'avancer. Sauf que Martha, elle parle d'un point de vue où elle dirige une école, elle est convaincue, elle mène une politique, et donc qu'elle choisisse d'autres stratégies que la charte pour arriver à ses fins, c'est sûr. Maintenant, que le ministère de la Culture fasse injonction qu'il y ait des chartes, Martha a raison, ça ne suffit pas, puisqu'il y a aujourd'hui que la moitié des écoles qui ont commencé à s'en préoccuper ou qui en ont adopté une. Parmi elles, effectivement, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, qui a établi une charte dont je relève un point important. Il est écrit « La notion d'emploi est définitivement abolie ». Ce qui veut dire que toute personne peut interpréter n'importe quel rôle. Et ça, ça libère énormément les élèves du conservatoire qui, quand ils sortent dans le métier, se prennent la porte dans la figure, parce que là, on leur fait remarquer que pour jouer une jeune première, avoir les cheveux longs, frisés, même avec la peau très blanche, mais avoir un nom marocain, ça ne le fait pas. Voilà, j'ai eu un témoignage récemment de ce type-là. Alors, moi, je voulais vous dire 2-3 choses en écho. J'ai bien entendu au CFMI comment la question ne se pose pas. Mais bon, vous commencez à vous la poser. C'est bien. Je ne suis pas là pour distribuer des satisfecits, mais disons que ça fait plaisir qu'on puisse commencer à se poser les questions. Parce que toute personne, qui que nous soyons, il y a un jour, on a compris quelque chose. On a pris conscience de quelque chose. Et pour chacune et chacun, ça peut venir très très tôt, en bas âge, comme ça peut venir très tard. L'important, c'est que ça vienne un jour, parce que le problème, oui, il existe. Et que si on ne conduit pas de politique en faveur de l'égalité, et contre les discriminations, ça veut dire qu'on continue à fabriquer des situations inégalitaires et discriminatoires à l'égard de toute personne qui ne correspond pas à ce qui est défini comme la norme. Après, une autre remarque générale, on a beaucoup parlé de chiffres. C'est indispensable de faire des statistiques. On peut regretter que dans ce pays, on ne puisse pas faire de statistiques sur les questions d'origine. On appelle ça des statistiques ethniques. C'est interdit. C'est bien fâcheux parce que les chiffres sont utiles, on le sait. Maintenant, en aucun cas, on ne pourra se dire « Ah, ça va dans le bon sens », ça évolue dans le bon sens. Ça n'est jamais vrai. Il y a des moments où des situations sont plus favorables dans certains secteurs et des moments où ça régresse.
Alors, un exemple, mais on en a parlé il n'y a pas si longtemps, puisqu'on s'était rencontrés avec Maud dans une autre circonstance. Au moment où j'ai écrit mon premier rapport, il y avait les directions des institutions culturelles étaient tenues par des hommes, selon les réseaux, entre 58, c'est ça, et 100%. Là où il y avait le plus de femmes, c'était à la direction des centres chorégraphiques nationaux. Il y en avait 42%. Formidable. 3 ans plus tard, quand j'écris mon deuxième rapport, on était tombé à 42% de directrices dans les centres chorégraphiques nationaux. Et Maud a conduit un... Vous avez dit 2 fois le même, mais je ne me rappelle plus. Voilà, enfin, c'est tombé, je crois, à 16%. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'association... Alors, donc moi, tombé à 32%, j'ai alerté en 2009. En 2020 ou 2021, je ne sais pas, l'Association des centres chorégraphiques nationaux s'inquiète de la disparition des directrices à la tête de ces institutions. Ouais, elles ne sont plus que 16% à diriger seules des centres chorégraphiques nationaux et il y a 16% d'équipes mixtes. Voilà, alors on ne va pas se désespérer, mais on va dire au contraire qu'il faut être perpétuellement vigilante. Alors, j'ai un peu tendance à parler au féminin maintenant, c'est juste ça change. Hein. Les hommes présents se sentent concernés, comme les femmes ont toujours été tenues de l'être par le masculin global. Dit générique. Donc, voilà. Donc, la vigilance est absolument indispensable à chaque instant. Et pas seulement sur des problèmes graves, on a évoqué les questions de violence sexuelle et sexiste. Par exemple, je parlerai aussi de paroles et d'actes inappropriés. Je parlerai d'événements minuscules. Lors d'une rencontre que j'ai faite il n'y a pas longtemps, une femme est venue me voir après en me disant qu'elle avait une fille métisse qu'elle venait d'inscrire dans une école de danse. Et cette femme était bouleversée parce qu'elle était allée, c'était le début de l'année, elle était allée pour acheter le costume et les accessoires. Et que elle m'a parlé des barrettes dans les cheveux. Et elle me dit, mais rien n'est adapté aux cheveux d'une petite fille comme la mienne. On n'a que des barrettes qui vont bien avec des cheveux blonds. Ah, c'est un exemple. Pareil pour les chaussons. Voilà, par exemple. Voilà, donc j'avais listé un petit peu faire une manière de faire un historique de la manière dont ces questions m'ont été amenées. Premier, parce que dans mes rapports, je n'ai pas vraiment parlé de ces questions-là. Alors peut-être au détour des questions de violence et de discrimination. J'ai beaucoup parlé des inégalités dans les directions, dans les moyens de production, dans l'accès à la taille des plateaux, parce que quand on dit il y avait des chiffres sur finalement il y a à peu près 40% de femmes programmées, oui mais enfin sur un potentiel de public de 50 personnes ou de 500. Voilà. Bon. Mais néanmoins, premier témoignage, c'était un concours pour un DE, donc diplôme d'état d'enseignement du théâtre, et une jeune femme racisée arrive et dit « Je profite d'être devant un jury avec des membres appartenant au ministère de la Culture pour raconter comment j'ai vécu mes 3 années au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. » C'était en 2007 à peu près. Et ce qu'elle a raconté était terrifiant de ce qu'elle a subi de paroles et d'actes de racisme au sein de ce conservatoire. Donc c'était bien avant que ce conservatoire soit dirigé par Claire Lannes, qui d'ailleurs va bientôt partir, donc on peut imaginer qu'un homme va reprendre la suite, et que le pourcentage de femmes à la direction des grands établissements d'enseignement supérieur va diminuer. 2013, je suis auditionnée par le Sénat, et j'évoque les situations dans les écoles d'art, mais je dis, mais vous devriez inviter des enseignantes d'écoles d'art pour en parler. Et le Sénat auditionne Giovanna Zapperi, qui enseignait à l'époque à l'école d'art de Bourges, et est venue raconter ce que subissaient les étudiantes et les garçons, pas tout à fait dans la norme de ce qu'on attend d'un garçon.
L'affaire est arrivée jusqu'à l'Andea, dont le président s'est insurgé en disant enfin, il ne faut quand même pas généraliser. J'apprécie la formule, ce qui veut dire que quand même, si on ne généralise pas, c'est que ça existe. Et alors, je suis ravie d'apprendre que l'Andea a fini par proposer une charte, mais dans un premier temps, il y a quand même eu un nombre de manœuvres pour noyer le poisson qui était tout à fait remarquable. Donc, 2017, le ministère demande à ce que des chartes soient faites. Je rappelle que c'est la même année où a démarré le mouvement MeToo à partir de l'affaire dite Weinstein aux États-Unis. Et je me disais, en pensant à notre rencontre, je ne sais pas quel est le nom de la femme qui a lancé cette affaire. On appelle ça l'affaire Weinstein. Il y a bien une femme qui a eu le courage de dénoncer ces actes. Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas son nom ? Alors, je n'ai pas cherché, sinon je vous l'aurais donné, mais je n'ai pas eu le temps de chercher. En revanche, 2019, les révélations d'Adèle Haenel. Et là, tout d'un coup, c'est l'affaire Adèle Haenel. Mais Adèle Haenel est une grande comédienne, actrice, reconnue, une star. Et l'homme dont elle a été victime quand elle était adolescente est un réalisateur moyennement qui n'atteint pas connu. sa notoriété, ça c'est clair. Voilà. Donc, ce qui est quand même un argument sur l'inversion elle l'a exprimé d'ailleurs. De l'écho donné, et elle l'a évidemment exprimé. Elle a pu le faire parce qu'elle était ce qu'elle était, et en espérant que ça donne la possibilité à d'autres moins bien placés qu'elle de prendre la parole aussi. Au même moment, Vanessa Springora écrit son livre Le consentement. Et puis, nous avons l'affaire des Césars, où la même Adèle Haenel se lève et se barre, comme a dit Virginie Despentes. Et ça n'empêche pas que 2021, le directeur d'un théâtre national, La Colline, M. Wajdi Mouawad, passe commande d'une musique à Bertrand Cantat, qui a tout de même tué une femme. Enfin, c'est pas un assassinat. Un de mes amis m'a dit « Enfin, tu exagères, c'est pas un assassinat. » Non, juste, il lui a tapé dessus, elle est morte. C'est dommage. Voilà. Et donc, il se retrouve programmé pour avoir fait, pour écrire une musique à La Colline, en même temps que ce même directeur programme un spectacle d'un metteur en scène qui est accusé de viol de multiples fois. Alors, c'est pas parce qu'il est accusé qu'il est coupable, mais il y a un moment où on sait aussi que les accusations fausses, c'est de l'ordre de 0,8%. Donc, a priori, ce qu'on peut espérer, c'est que la parole des plaignantes soit entendue autant qu'on essaie de préserver l'éventuelle innocence. Mais ce que je veux dire, c'est que on a parlé des résistances, Martha en a parlé. Voilà une résistance forte, je dirais, programmée, comme s'il n'y avait pas le choix, comme s'il n'y avait qu'un compositeur possible. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, le talent, ça ne se discute pas. Alors, je signale à tout le monde un ouvrage extrêmement important, je crois, qui porte sur les écoles d'art et sur toutes sortes d'écoles. C'est une revue, la revue Agone, d'ailleurs, qui est éditée à Marseille, le numéro 65, qui s'intitule « Sous le talent, la classe, le genre, la race ». Et dans un des articles, je crois que c'est celui qui concerne l'école du ballet de l'Opéra de Paris, il est dit que le talent fonctionne comme un principe de légitimation des inégalités. Je crois que c'est très important de l'entendre au moment, y compris au sein des écoles. Et je terminerai par un week-end que j'ai passé, des témoignages que j'ai entendus dans un week-end de Pâques que j'ai passé avec une association d'élèves d'écoles supérieures de théâtre. Et j'ai assisté à un groupe de parole organisé par un des élèves qui parallèlement fait un master sur comment le genre comme outil de travail au théâtre. Et dans ce groupe de parole, c'était absolument touchant, mais ils avaient entre 20 et 28 ans. Alors ils se présentent, la moitié se présente comme non-binaire. Bon, moi je voyais bien qui était fille, qui était garçon. Mais bon, ils se présentent comme non-binaires, on les entend, enfin moi j'ai entendu. Et je vous passe les détails, mais il y en a une qui a fini par dire à propos des enseignants
qui ont toujours une vision, la jeune première, bon, je ne vous fais pas de dessin, j'ai dit tout à l'heure, et elle a conclu en disant « Et il faudrait qu'on fasse leur éducation ». Et j'ai eu un témoignage d'une directrice d'école récemment arrivée à la tête d'une école de théâtre qui nous expliquait, ben oui, mais ce qui se passe, c'est que les enseignants en école d'art sont recrutés parce qu'ils sont de grands artistes. Jusqu'ici, j'avais beaucoup entendu dire, mais ce n'est pas forcément des bons pédagogues. Elle a continué en disant, mais ils ne sont pas au courant des mutations contemporaines. C'est fabuleux que des grands artistes puissent être reconnus comme grands artistes en n'étant pas au courant des mutations contemporaines. Je la trouve quand même croustillante. Ce que je veux dire de manière plus compréhensive à l'égard des enseignants, qui ne sont pas tous des monstres, c'est que je crois qu'il y a un fossé. Et plusieurs d'entre vous, enfin je ne sais plus qui a dit, mais ce sont nos élèves qui nous poussent. Ce sont eux qui posent des questions, eux et elles. Et je crois, et j'ai eu en Belgique, j'étais à Liège, où j'ai eu aussi des témoignages, où on m'a dit, mais nos élèves ont des outils que nous n'avons pas. Donc je crois qu'il est urgent d'essayer de faire confiance aux élèves pour qu'ils expliquent des choses, qu'on soit à leur écoute et qu'on transforme. Et vous disiez que des choses se transforment à l'école du ballet déjà, je l'ai entendu. Je crois que ce sont des transformations profondes auxquelles il faut non pas se préparer, mais se mettre assez rapidement. Merci beaucoup, Reine. Je suis sûre que vous avez toutes et tous à l'esprit des questions. Mais vu l'heure que je n'ai pas du tout bien gérée, puisqu'il est 15h55, je vous propose... Je vous remercie tous les quatre infiniment pour vos témoignages. D'abord, d'avoir accepté de participer, y compris quand vous n'aviez pas de démarche explicite sur la question de l'égalité, parce que voilà, c'est un premier pas aussi. C'était, je crois que Nathalie avait à cœur aussi de vous mettre en relation sur ce sujet et de commencer à fabriquer un écosystème actif au service de l'égalité entre les genres, plus. Je vais le dire comme ça. Merci en tous les cas pour cette invitation et pour votre présence.